Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Ève et Constantin qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Ève. Salut. Et pas bonjour Constantin parce qu'il est en retard. Du coup, on accueille Tina, la meilleure amie d'Ève. Bonjour Tina. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu toutes les deux comment vous êtes, à quel moment vous êtes rencontrées ? Parce qu'apparemment, ça remonte à il y a longtemps quand même. Ouais, très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Tu veux raconter ? On peut raconter toutes les deux, je pense. Allez, vas-y, Ouais. commence, je t'en prie. Ça commence par une histoire de mec. Ah ouais. Non, mais en fait, j'avais entendu parler d'Ève un peu, même si elle était pas dans mon lycée. J'avais entendu un peu parler d'elle et je sais pas pourquoi, elle a pris un peu mon attention quand j'en ai entendu parler. Et bref, il s'est avéré qu'elle a embrassé mon ex-petit copain. Je savais pas qu'il avait une copine, ok. Enfin, on était en break, quoi, tu vois. Ok. Et Ça crée des liens. Exactement. Donc j'étais curieuse, j'avais entendu parler d'une Ève Simonet à Caen, 2 fois déjà, au lycée et à travers Rodolphe, mon ex. Et puis on a décidé de se rencontrer à Paris. Et moi j'ai eu un coup de foudre amical. Je me suis tout de suite super bien entendue avec elle et ça m'arrive pas souvent. Et super bonne vibe, super bonne énergie. Et elle m'a donné cette impression de waouh, ok. Du coup, on s'est pas quittés. On a fait plein de bêtises. Beaucoup de bêtises. C'était à quel âge de bêtises. Moi j'avais 13 et toi tu devais avoir 13 et demi, 14 quoi. Ouais. On D'accord, était ouais. très jeunes. Bah, c'est l'âge en même temps. Hein. On était au moment, ouais. Oui mais on a été très fort dans les conneries quand même. Ouais. Il y a Constantin. Et donc non pour moi c'était pareil et surtout c'était le moment où moi j'étais partie de chez ma mère. Et ensuite c'était l'été où la boule. C'est juste avant d'arriver chez tonton ça. La boule ? La La boule. boule. Ah, la boule. Je connais la boule. La boule, je connaissais moins. Donc toi c'était encore quand j'étais chez Francis dans le squat et tout là. Ouais. Donc j'avais plus de maison moi déjà. Ouais. Et en fait c'était un moment où voilà j'avais plus personne dans ma vie et où Tina est arrivée comme une personne en qui je pouvais avoir confiance et qui a pris toute la place dans mon cœur et ça même aujourd'hui en fait ça persiste quoi, ce truc de c'est pas juste une copine, c'est ma famille. Et je suis super reconnaissante d'avoir eu l'occasion de rencontrer quelqu'un comme toi. Donc ouais, non, c'est sûr, je pense qu'on a vraiment fait énormément de conneries ensemble. Mais en fait, ce qui est beau dans notre relation, c'est qu'on a su, je pense, transformer tout ça et transformer toutes ces conneries qu'on a pu faire, parce que nous, c'était pas des petites conneries, hein. C'était genre la drogue, les flics, Oui. très vénère, coma éthylique. On fuguait de chez la belle grand-mère de Tina, on faisait le mur. On était vraiment très libres en fait, en vrai. Mais du coup, on s'est toujours protégés toutes les deux, l'une et l'autre, et on a évolué aussi dans un sens où on a grandi. Et on s'est aussi reconstruit une relation qui était plus saine, et toutes les deux en fait on n'est pas resté, je pense, dans ce truc de malsain, on en est sorti. Et du coup je trouve ça trop cool parce que c'est aussi beau de voir que les relations elles peuvent évoluer tirer vers le haut. si tu persistes. ouais c'est ça, Parce qu'on a eu une petite phase de break en fait. Ouais. Et je pense que c'était une phase de transition surtout parce que on a toutes les deux changé, on a pris un chemin différent. Ok. Et ça a été un peu difficile parce que je la redécouvrais et elle me redécouvrait aussi. Et puis on s'est petit à petit, on remis en symbiose. Ouais. Et je pense que c'est un peu comme ça que tu définis aussi ta famille, une famille de cœur. Et c'est que tu t'adaptes
Et je trouve qu'on a bien travaillé sur l'adaptation. Ouais, c'est sûr. Et puis même tous ces moments où aussi, en fait, ça fait quoi? Donc on a quel âge là? Presque, tu vas avoir 30 ans. Ouais. Donc ça fait plus de 17 ans qu'on se connaît. C'est ouf de dire ça comme ça. Ouais, c'est bizarre. 17 ans. Non, on dit pas ça. C'est pas possible. Non, ça file. Et je pense qu'aussi, on a vu... on a traversé toutes les phases, tellement de choses, tellement de changements, de vie, d'identité, que c'est incroyable en fait aujourd'hui à 30 ans d'avoir un lien aussi solide et on se connaît mais par cœur, c'est-à-dire que genre, c'est précieux en fait d'avoir ça dans une vie quoi. Quand en plus nous deux on a eu des histoires difficiles avec nos familles, donc c'est aussi faire famille en fait quelque part. Bah oui c'est ça. Faire famille autrement. Mais du coup tu disais, vous avez eu des soucis avec vos familles respectives. C'était à peu près le même schéma et vous vous êtes retrouvés vraiment l'une dans l'autre. À peu près, ouais. On a eu un schéma assez similaire. Ouais. Ok. Et ça crée des liens, ça, du coup. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais, très fort. On se comprenait, en fait. Ouais. Là où d'autres enfants avaient deux parents, entre guillemets, un peu normaux, etc. Nous, on n'avait pas du tout ça. On a été ballottés de maison en maison chez des gens qui nous ont accueillis, puis chassés, puis ceci, puis cela. Et je pense que ça a forgé aussi un truc d'adaptation, de liberté, d'autonomie et d'identité, en fait, finalement, très, très forte. Et que Tina, elle comprend très bien ça parce qu'elle l'a vécu aussi, en fait. Ouais, ok. Ouais. C'est beau. Oui, déclaration d'amour, c'est trop bien. Et on accueille Constantin. Bonjour. Alors Constantin, tu as 39 ans, tu vis à Paris. Dans la vie, tu es producteur de fiction. Tu as d'ailleurs été nominé la semaine dernière à l'Alpe d'Huez, bravo. Merci. Et la nuit, tu es recordman du monde de l'applaudissement le plus long. Ouais, la journée aussi, d'ailleurs. Gros bravo pour ça aussi. Ouais, on peut s'applaudir. Mais pas 3 jours. Ouais, ça peut durer longtemps. Eve, tu as 29 ans, tu as créé le Club Poussette en 2022, j'allais dire en 2002, mais pas du tout. Tu es autrice, productrice, réalisatrice et CEO de On-Suzanne. Et dans la vie, tu aimes particulièrement le yoga. Exactement, merci pour cette belle présentation. Et vous êtes les parents du coup de Ferdinand, Qui a qui a maintenant 3 ans. Tout à fait. C'est ça. Et séparés. Oui. Et on y reviendra du coup. Heureux, c'est pareil. Heureux, c'est Ouais, Heureux, c'est c'est beau, pareil. hein. Franchement, c'est trop bien. C'est pas mal. Hein, Ouais. Bon, après, c'était pas la volonté numéro 1. Hein, je tiens quand même à dire. Non, on fait jamais un enfant en se disant qu'on va se séparer, je pense. C'est vrai que ça peut être bien. Par rapport à votre parentalité, est-ce qu'il y a des éléments de votre histoire perso qui sont pertinents pour la suite à savoir ? Je suis enfant de parents divorcés, donc je me suis toujours dit que je voulais évidemment ne jamais me séparer ou divorcer et ne pas répéter le même schéma. Mais évidemment, on répète exactement la même chose, c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Mais différemment quand même. Différemment, évidemment, différemment. Donc et après, quoi d'autre ? Oui, effectivement, moi j'ai des parents qui m'ont toujours dit les enfants c'est compliqué, etc. Donc j'ai eu une tendance à me projeter sans enfants pendant beaucoup d'années, d'autant plus que moi j'ai été intermittent du spectacle, j'ai fait beaucoup de métiers différents, j'aime bien chercher, j'aime découvrir, donc je suis pas quelqu'un de très stable, on va dire, au quotidien, mais je trouve que en tout cas dans mon cas, c'est plus une qualité qu'un défaut. Donc forcément avoir un enfant demande une certaine structure, une certaine stabilité, qu'elle soit financière, sociale, juste ou simplement physique. Mentale, exactement, tout à fait. Parce que le but du jeu, c'est qu'ils aillent bien, ces Oui. enfants. Donc voilà. Tu veux que je dise pour toi, moi ? Bah vas-y. Si tu peux Déjà, t'es né très prématuré. Ah oui, non, ça c'est Donc, autre chose, je pense que ça compte aussi parce que t'as quand même eu autour de toi ta mère qui a toujours été un peu en stress, etc. Et que forcément, ça influe sur la personnalité que t'as aujourd'hui. T'as un papa qui a privilégié sa carrière, qui a une très belle carrière, mais qui du coup a été très très absent. Donc, en tant que rôle modèle aussi, toi, t'as dû innover, tu vois, parce que ta relation avec Ferdinand, elle est très loin de ce que est ta relation avec ton père. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Je pourrais dire d'autres choses, mais c'est beau ce que tu dis. Oui, non, mais effectivement, on peut s'auto-analyser comme ça. Moi aussi, je peux parler de toi à l'inverse. Vas-y, tu peux. Non, mais effectivement, si on est dans le détail, évidemment, là d'où on vient est évidemment très marquant et chaque
voilà, les premières heures, comme tu le dis, ou les premières minutes, ou même la grossesse, évidemment, d'une maman influe sur sa relation à l'enfant. Ça, c'est clair. Et les premières années de vie et les premières... et même toutes les années de vie, de toute façon, influent de plus en plus. Mais l'enfance, évidemment, marque fortement. Et les parents, effectivement, donnent un ton. Parfois, les enfants répliquent. Parfois, les enfants s'opposent. Parfois, les enfants... font différemment. Voilà, dans le cas de Ève, effectivement, il y avait une volonté d'indépendance très forte dès son plus jeune âge, parce qu'elle a cette capacité extraordinaire à avoir un très bon instinct de survie, et donc elle a eu besoin de s'échapper de son cocon familial, si on peut appeler ça familial, dans le sens où c'était une famille déstructurée, dans le sens où voilà, ils n'étaient pas ensemble, avec des parents, effectivement, moi que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas les parents les plus simples du monde. Donc voilà, après, chaque enfant aussi réagit différemment par rapport aux parents qu'il a, et parfois on peut avoir les parents parfaits, l'enfant peut être horrible, et parfois on peut avoir des parents horribles, et entre guillemets des enfants qui grandissent hyper bien. Donc après, voilà, où est la vérité là-dedans? L'important, c'est de se réveiller le matin et de se sentir bien. C'est un long sujet. Et Ève, est-ce que tu veux compléter par rapport à toi, à ton histoire perso? Oui, donc effectivement, moi, c'est une histoire qui est assez lourde quand même. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui influent sur la maman et comment j'aborde la parentalité. Par où commencer, c'est un peu compliqué, parce que pour le coup, moi, c'est des questions que j'ai surréfléchies, on va dire. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'en faire une synthèse, mais moi, j'ai une maman qui m'a eu très jeune. Elle est tombée enceinte à 20 ans. Elle n'a pas eu vraiment de relation avec mon père, et du coup ma naissance a été dans des conditions un peu catastrophiques, du moins du niveau de ma mère, quoi. Enfin, quand elle m'en parlait depuis toujours, d'ailleurs, l'histoire que moi j'ai toujours entendue, c'est ton père était un gros connard, m'a laissé tomber, ta famille, mon côté Simonet, ils sont horribles, ils m'ont laissé seule, je t'ai élevée seule, j'ai dû arrêter les cours Florent pour m'occuper de toi. Enfin, ça a toujours été très dramatique, en fait. Enfin, après, je sais que ma mère... Ça a forcément influencé sur l'image de ton père. Enfin, que toi, t'avais... Oui, bien sûr. Et puis, en plus, mon père a quand même, dans mon enfance, a été extrêmement absent aussi, parce que lui, derrière, il a refait sa vie avec une femme, il a eu un enfant 2 ans après ma naissance. Donc, je pense que voilà, c'était un peu une erreur de jeunesse, quand même. Mine de rien, qui s'est payé après un peu sur tout le monde, hein. Je pense que ma mère l'a payé. Parfois les erreurs font des belles choses. Ouais. N'est-ce pas Et que mon père, voilà aussi, il était très jeune, donc je pense que voilà, il a essayé de refaire sa vie à côté, et que ça a mis un peu un gros bordel direct, en fait. Et mais bon, il y a eu ça. Moi, j'ai toujours eu une relation très conflictuelle avec ma mère aussi, qui elle a refait sa vie par la suite avec mon beau-père, qui m'a élevée et a élevé mes sœurs, mais où j'ai quand même eu des années stables, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis partie en couille, mais pas totalement. C'est que malgré tout, malgré la tempête, ils m'ont quand même apporté une certaine stabilité qui a duré quelques années, mine de rien, mais qui a été teintée malheureusement d'inceste aussi pendant plusieurs années, de procédures judiciaires. Voilà, donc je pense qu'en fait, le ton de mon enfance, moi, ça a été quand même pas mal de tempêtes, en fait, déjà dès le plus jeune âge, avec évidemment... J'essaye de... Parce que quand je raconte ça, c'est dramatique, en fait, mais je veux pas donner une version que négative, parce que je pense que ce que m'a apporté ma mère aussi, c'est une certaine vision de l'entrepreneuriat, de la liberté aussi, parce que je suis pas comme ça pour rien. Elle m'a aussi... Enfin, c'est quelqu'un qui, de base, était très, très libre, très ouverte. Et mon beau-père qui a été extrêmement un gros soutien aussi pour moi. Bon, après, ils se sont séparés à 12 ans, et c'est quand moi j'avais 12 ans, et c'est là où c'est vraiment parti en live total, et ma mère a fait une énorme dépression avec beaucoup d'alcoolisme. Et donc c'est pour ça que Constantin parle d'instinct de survie, c'est que moi, à 13 ans, je suis partie, en fait, et que j'ai laissé mes sœurs parce que je pouvais plus, en fait, endurer ça. Je l'avais fait pendant 1 an, et en fait, j'ai vraiment des souvenirs de me dire je vais la tuer, quoi. Donc il fallait partir. Et puis ça en est suivi des années où j'ai vécu toute seule, un peu dans des squats, jusqu'au moment où mon oncle m'a rescolarisée, parce que j'avais arrêté l'école, à Paris pendant 3 ans.
et où au bout de ces 3 années j'ai eu mon bac et je suis ensuite partie de chez lui et je suis partie vivre en Australie. Donc bon voilà, c'est T'es partie très très loin quoi. Ouais, je sais pas, le plus loin possible. Ouais, c'est ça. C'était difficile de faire plus loin. C'était si je pouvais pas, voilà, 24 heures de voyage. Donc oui, non, moi c'est sûr que tout ça a teinté ma parentalité d'une manière extrêmement forte. Moi c'est encore très difficile pour moi. Je travaille beaucoup avec ma psy sur le côté j'ai peur d'être une mère défaillante. J'ai vraiment très très peur. Parce que même si pendant toute mon enfance, ma mère n'a pas été dans la défaillance, malheureusement, elle a été tellement fort à partir de mes 12 ans que ça teinte, en fait, c'est très violent, en fait. C'est des traumatismes qui sont très violents. Et c'est pour ça, souvent, je me dis à moi, et je me dis, en fait, un enfant, c'est pas juste la petite enfance, quoi. Hein. Et après, c'est pas parce qu'on réussit les 10 premières années, on va dire, et qu'on fait tout parfaitement, entre guillemets, et qu'on s'oublie. Aussi beaucoup que en fait ça va, en fait un enfant il a besoin d'un parent sain toute sa vie, d'un parent qui maintient le lien toute sa vie quoi. Et parce que souvent je sais que tout le monde me dit ouais mais tu vois pendant de tes 0 à mes 12 ans ma mère elle m'a quand même élevée presque solo etc. Ouais mais en fait ok c'est sûr mais après tout ce qui s'est passé après c'est ça. les années de torture psychologique dessus, ouais. En fait, et c'est pour ça que c'est dur d'être parent, c'est que c'est pas seulement 3 ans, 4 ans, 10 ans, c'est toute la vie, quoi. Donc oui, moi j'ai un passé assez vénère, ouais. Okay. Et avec ces deux passés vénères, comment vous vous êtes rencontrés ? Non, moi j'ai un passé quand même plutôt cool. Hein, ouais. Non, moins teinté en traumatisme, mais quand même, il y a des choses qui sont latentes, tu vois. Dans ta oui, voilà, chacun son histoire, effectivement. Comment vous êtes rencontrés C'est une bonne question, ça. Je te souviens pas, genre. Non, si, moi, je m'en rappelle. Tu veux raconter ? Je me rappelle très bien. J'avais trouvé des bureaux de dingue à côté de l'Étoile, à l'Arc de Triomphe, où en fait il y avait une terrasse de 300 mètres carrés avec vue sur Arc de Triomphe. Ça va. Voilà, et à l'époque, vu que j'étais un peu fou, je m'étais dit je veux des bureaux comme Google, et puis j'ai eu la chance d'en trouver totalement par hasard et de trouver les gens qui allaient payer pour ça surtout et donc on avait cette chance et cet accès à cette terrasse folle et du coup pour entre guillemets essayer d'optimiser les coûts sur ce bureau on mettait en location cette terrasse et il y avait le showcase du 2e album de DJ Snake qui s'appelait Carte Blanche, je crois qu'il s'appelle toujours Carte Blanche, qui venait faire son showcase avec des influenceurs environ je sais plus, il y avait 70 influenceurs, bref, qui étaient là pour faire des interviews de DJ Snake face à l'Arc de Triomphe. Parce que moi, à l'époque, en plus, je venais de signer chez Sony, parce que je fais un peu de musique à côté, électronique, je venais de signer 2 titres chez Sony Music, et donc on m'avait dit, ce serait cool que tu rencontres DJ Snake. Et voilà. Et donc, finalement, je prends un Uber, je me rappelle, pendant genre 50 minutes, je me dis, voilà, et j'arrive à, je sais plus, il devait être 20h, je sais plus quelle heure, sur cette terrasse folle, donc avec 80 journaliste / influenceur qui était là pour interviewer DJ Snake. Et puis moi, je rencontre les organisateurs de l'événement. On me dit, bah voilà, le mec sera dispo dans une demi-heure. Si tu veux aller le rencontrer, lui dire bonjour, parler avec lui. Sympa. Sympa, exactement. Et donc on me dit, bah voilà. Et puis du coup, bah moi je me dis, bah ok, je vais attendre. Donne-moi une bière, je sais pas, un truc pour c'était une coupe, pour patienter. Une coupe de champagne. Voilà, moi je bois pas de champagne, mais bon, j'ai dû la prendre à l'époque. Et là on me dit d'attendre. Et donc à côté, je me mets de côté, puis je vois les gens qui attendent quoi. Et puis c'est là où je rencontre, où j'observe d'abord du premier regard Eve qui était là. Qui devait fumer une clope ou je sais pas trop ce qu'elle faisait là. Voilà, mais qui parlait avec d'autres organisateurs et je me dis tiens, ils ont l'air sympathiques, elle a l'air sympa, vas-y, je vais leur parler en attendant. Et donc c'est là où on se dit bonjour et puis de là on se dit bonjour, salut, comment ça va, elle me parle, elle me dit qu'est-ce que tu fous là, je lui dis bah moi je suis un jeune musicien de musique électronique, et elle me dit bah voilà, moi je reviens du Portugal avec mon ex qui était DJ pendant 4 ans. Voilà, donc ça on en discute, ah bon, il fait quoi comme musique, tout ça, bref. Et on en discute et puis le temps passe, finalement je rencontre le fameux William de son vrai prénom qui est extrêmement sympathique, aka DJ Snake, et je repars évidemment avec beaucoup de plaisir de cette rencontre. Et puis je vois Eve qui remballe un peu l'événement. Parce que j'ai organisé l'événement. Voilà. Oui, pardon. Tu n'as pas donné cette information. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Eve C'était une influenceuse. Non, pas du tout. Pardon, j'ai organisé l'événement et c'était la dernière sur la terrasse en fait. Et moi j'exploitais la terrasse
podcast Voilà, de alors moi, je Constantin. suis pas le dernier à Trop partir. C'était la dernière fois qu'on exploitait. Ah, je savais pas. Ouais, c'était notre dernière soirée. C'était fin juillet. On avait fait tout C'est le ça, mois. c'était fin juillet 2010. C'était la dernière des dernières. Bon, et alors, comment Et vous là, êtes rencontrés? Et bah, du coup, moi, je suis sur le point de partir parce que j'avais pas zoné pendant des heures sur cette terrasse une fois que DJ Snake était parti. J'avais fait mon job. Et puis, je vois Eve qui remballe et dans les escaliers, je me rappelle très bien, je lui dis, bah, c'est quoi ton Instagram? C'est ça. Technique de drague ultime. Ouais, j'étais un peu moderne. Même pas mon J'étais un numéro peu moderne à Instagram. l'époque. C'est le nouveau MSN. Mais Ouais, franchement, je fais le il était moderne hein, parce qu'on m'avait jamais demandé mon Instagram avant. Ouais. Quoi. Un compte privé, tu vois. Et là, je sens qu'elle hésite quand même, franchement. Et quand c'était même. en quelle année? En juillet 2019. 2019. 2019, ok. Ouais, il y a pas si j'hésite longtemps, en il y a même 4 temps. ans. Pas donner mon Instagram à tout le 4 ans et monde. demi. Ouais. Et finalement, bah, tu me donnes ton nom et puis on se connecte, comme on dit. Enfin, on se follow. Follow. Tout commençait déjà sur Insta en fait. Ouais. Et puis le temps passe. On se parle pas. Hein, Tu voilà, rigoles mais... tout le mois d'août. Non, mais oui, mais c'est donc voilà, là on est mi-juillet. Donc le temps passe. Le temps passe, 15 jours passent. 15 jours passent. Bon, moi, on se dit rien, quoi. Enfin, on se parle pas. Et finalement, tu réagis, je crois, à une story où moi je réagis. Ouais. Non, c'est toi qui réagis à une story. Puis de Ouais. Baby George. Ouais, exactement. Et donc, du coup, le fameux duo de musique électronique, Baby George, je vous invite à écouter partout sur Spotify. Corsica Calling et Friendzone, les 2 titres incroyables du duo Baby George. Distribué par Sony Music. Je fais ma promo en même temps. Et donc, du coup, là, tu réagis et puis là, on se parle. Je me rappelle, là, on se parle beaucoup. Ouais. Enfin, on se parle genre une demi-heure, quoi. Je sais plus, on chatte, quoi, comme on dit. Et là, quelques jours après, nous vient l'idée folle, je ne sais pas pourquoi, sans s'être vu, de se dire on va aller en Grèce en vacances ensemble. Ah ouais? Ouais. Ce qui est en fait, 4 non, jours. mais si, parce que tu m'as invité à venir dans le sud parce que c'était les vacances et tout. Ah en oui, fait, je moi pouvais je lui pas disais, parce que vas-y, j'avais viens des là, trucs. viens là. Moi je bougeais pas mal cet été-là et c'est vrai que je faisais un peu un petit tour de l'Europe. France, puis je faisais un showcase en Corse et tout, bref, pour Baby George. Et du coup, je lui dis, bah viens, si tu veux, passe là. Et finalement, il me dit, non, mais moi je suis en vacances que fin août ou début septembre. Si tu veux, on fait un truc. Et je dis, bah vas-y, où est-ce que tu as envie d'aller, quoi? Elle me dit, en Grèce, je suis jamais allé. Et je dis, ah bah moi non plus, je suis jamais allé en Grèce. Allez, allons en Grèce. Et je vous jure, c'est vrai. Et ça s'est terminé à Marseille. Hein, mais, Ouais. Non, mais alors, tu spoil un peu le truc, mais je vous jure que c'est vrai, parce que moi, ça m'a halluciné. Parce que du coup, j'ai fait un tour d'Europe un peu dingue cet été-là, bref. Et je suis à Copenhague, un dimanche soir à 22h avec un pote, au bar. Et je vous jure, je vois mon téléphone avec Instagram qui sonne. Et moi, à l'époque, je savais pas qu'Instagram. Je me suis dit, mais c'est fou, Instagram appelle, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô, Instagram? Instagram, et là je fais bon, ok, allô, et je me rappelle très bien, je suis tout seul, je suis avec mon pote dans le bar, c'est vraiment très calme. Et là j'entends Eve, je dis bah, allô, bonjour. C'était la première fois qu'on échangeait au téléphone, enfin par oral. Et là, très vite, elle me dit non mais en fait on se connaît pas, c'est peut-être un peu chaud d'aller en Grèce 4 jours ensemble sans se connaître, quoi. Et Bon, moi, moi, gros soulagement dans ma tête. Je me dis mais elle a entièrement raison. Moi jamais j'avais envie de partir avec une inconnue 4 jours en Grèce seule. Voilà. Enfin bref, ça n'avait aucun sens. Et donc là, tout de suite, elle me dit bah vas-y. Et moi je lui dis bah si tu veux déjà on se voit à Paris quand on rentre mutuellement à Paris. Et puis on verra bien, quoi. Et puis c'est comme ça. Puis on a fait un petit week-end à Marseille, c'était très sympa. On s'est d'abord vu à Paris 2 Oui, on s'est fois vu à Paris, et après. Du coup, vous êtes pas allé en Grèce? Non, Non, on n'est toujours pas allé d'ailleurs. toujours pas d'ailleurs, toujours pas. Ouais. Et du coup, c'est quoi les grandes étapes de votre couple avant l'arrivée de la grossesse? Ah bah ça va vite, hein, parce que nous on a fait les choses rapidement, n'est-ce pas? Enfin, c'était même pas c'était un bébé surprise, Ferdinand, donc c'était même pas au programme. Mais on s'est revus du coup en septembre, et de septembre on s'est plus lâché. En octobre, déjà, je passais tout mon temps chez toi. C'est vrai. Et puis toi, tu venais souvent chez moi, mais moi j'habitais à Ivry, donc c'était un peu moins pratique que le 17e. Tu m'as enterré dans le 17e, parce qu'on y est encore d'ailleurs. et puis on s'est pas quittés. Et ça se passait trop bien. On est partis en vacances plusieurs fois au ski et tout, et on était vraiment bien quand même. Enfin, c'était chouette. Et Belle en histoire fait, d'amour. une belle histoire d'amour. Beau, hein. Ouais. Et en fait, quand même, ce qui s'est passé est assez dingue, parce que je suis tombée enceinte probablement fin décembre, début janvier, donc du coup, sur le tout début 2020. Et j'avais pas mes règles en fait depuis 3 mois déjà à l'époque. Louche.
Alors ouais. que t'étais censé Ah ouais. prendre ta pilule. Mais je prenais la pilule, mais en fait j'avais des problèmes. Enfin, il y a eu des. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais j'ai fait plusieurs tests de grossesse en décembre parce que déjà j'avais pas mes règles depuis longtemps. Mais moi je suis très sujette à la perte de poids et au stress, Ok. et j'avais les deux en même temps là. Et du coup ça me faisait sauter mes règles assez régulièrement, mais je faisais quand même des tests pour vérifier. Et décembre je fais 2-3 tests, pas du tout enceinte, etc. Mais bon, mon généraliste me prescrit quand même une écho et une prise de sang. Donc début mi-janvier, les deux reviennent négatifs. Et le sage-femme, qui était un homme de l'époque, me dit mais non, vous inquiétez pas, reprenez votre pilule, vous n'avez pas eu de règles, c'est pas grave. Ok, donc je reprends ma pilule et en fait, un mois après, on part en vacances, on se fait un petit week-end à Aix-en-Provence. Et c'était très cool, on sort, on boit des verres, on boit des shooters jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à ce que tu pètes un câble à 4h du matin. Je pète un câble, mais en fait j'ai ressenti une immense fatigue comme jamais j'avais ressenti, je sais pas, un coup de barre de l'espace. Et je pète un câble pour m'endormir, genre aucune patience, truc qui me ressemble pas du tout en plus. Et le lendemain, je me souviens, on rentre à Paris et j'ai une grosse nausée. Mais on avait quand même bu pas mal de Jet 27. Donc je me suis dit, je suis en gueule de bois. Ouais, moi, je t'ai dit le dimanche, je fais un test. Et on a acheté le test du coup. Et le lendemain matin, le lundi, donc on était le 3 février. Le lundi matin, 7 du mat, je refais un énième test en me disant j'ai fait l'écho, j'ai fait la prise de sang, j'ai fait 4 tests, ça devait être le 5e, un truc comme ça. Pour moi, il y avait no way. Donc je fais pipi sur mon bâtonnet, puis je m'apprête à partir au taf, et en fait là, je vois enceinte plus de 6 semaines. Wow. À 7 du mat. Et, panique à bord. Et là, c'est le drame. Ouais. Là. Ah ouais, Ah c'est ouais. quoi ta réaction? Moi, j'ai pété un câble. Ouais. J'ai beaucoup pleuré. Ouais. Je téléphonais à ma cousine. Je le connais même pas. Non, je suis enceinte. C'est qui ce gars? Horrible. Non, mais je disais n'importe quoi en fait. J'étais tellement sidérée. Mais c'était le côté, en fait, on s'est rencontrés il y a 6 mois. En fait, c'était tellement impossible dans ma tête que je sois enceinte avec en plus la prise de sang et tout. Hein. Ouais. Et donc, en fait, j'étais déjà enceinte quand j'ai eu la prise de sang. Mais comment ça peut être négatif si t'es enceinte? C'était C'était avant la. Non, j'étais déjà enceinte, mais en fait, mes bêta ECG, ils ont mis du temps à monter. Ça arrive de temps en temps chez des femmes. Ouais. Et en fait, l'échographie, le mec, il a mal fait son taf parce qu'il aurait dû me faire une écho. Pelvienne. Ouais, et il m'a fait une écho sur le ventre. Et en fait, quand ça fait 2-3 semaines, tu vois pas. Ouais. Donc il a mal fait son travail, sinon il l'aurait vu. Donc là, gros stress. Ouais. Pour moi, gros stress. Je tombe des nues, quoi. Je tombe littéralement des nues et j'avais jamais été enceinte avant. Donc, gros choc. Et toi, Constantin? Alors que tu avais des. Bon, bref. Je sais quoi. Non, moi, bizarrement, j'étais hyper content. Ouais, c'est Ah vrai, ouais en plus. Ouais, bizarrement, j'étais hyper. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Enfin, si, ça m'était arrivé une fois quand j'avais 16 ans, c'était autre chose. Bref, mais c'était vraiment la vraie première fois de ma vie où ça m'arrivait. Et là, bizarrement, je vous jure, c'est vrai, j'étais très content. Je me rappelle très bien, je suis allé acheter des croissants, je sais plus ce que je suis allé à la boulangerie en tout cas. Et sur le chemin, j'étais hyper content. Genre un peu, tu vois, un peu quand t'es fier et tout, tu vois. J'étais hyper content et en même temps, évidemment, paniqué en me disant, mais c'est quoi ce délire? Et elle, évidemment, je l'avais vue, avant d'aller acheter les fameux croissants, j'avais vu qu'elle était pas contente. Et moi aussi, Mais je les me clopes, suis dit... là, peut-être. Ouais. et moi, je me suis dit, oulala, mais c'est quoi ce bordel? Effectivement, faut avorter tout de suite. Il n'y a pas de sujet, même si dans le fond, je me disais, tiens, c'est rigolo. Je me rappelle très bien, on est tous les deux très pragmatiques, donc on a eu un réflexe très vite qui était de dire, faut aller à l'hôpital et voir ce qu'il en est, parce qu'en fait, est-ce que ça fait 2 mois, 3 mois, est-ce que, voilà, Moi, j'avais peur de ça. après, de manière pragmatique, allons voir. On est allé à Saint-Cloud, je ne sais pas, non, à Saint-Cloud, ouais. C'est l'hôpital, je sais plus pourquoi on est allé à Parce Saint-Cloud. que Marie nous avait dit d'aller là-bas. Ouais, parce que la cousine d'Eve, connaissait un truc là-bas. On va là-bas, finalement, ils nous disent que ça fait 6 semaines. Donc c'est cool, donc ça veut dire que t'as encore en gros un bon mois pour avorter. Ouais, moi je précise quand même qu'à ce moment-là, j'arrive dans la salle, je devais être toute seule parce qu'ils t'ont pas laissé entrer. Oui, c'était le Covid, puisqu'on était en février 2020. Ouais, et qu'en fait, je préviens que c'est une grossesse surprise et que je sais pas si je vais garder l'enfant et que la meuf me fait écouter le cœur en me disant regardez le cœur qui bat, c'est magnifique, et que moi j'étais en larmes. Ouais. Je suis toujours pas remise de ça d'ailleurs. D'ailleurs, apparemment, effectivement, selon les hôpitaux, là je crois que c'était un hôpital, en tout cas la tendance plutôt conservatrice. Ouais, exactement, je cherchais le bon terme. Anti-IVG. Voilà. Du coup, ils ont tendance effectivement à te faire écouter. Plus t'écoutes le petit, plus tu t'y attaches, évidemment. Oui, tu fonds direct. Plus c'est dur. Voilà, et effectivement, on a eu le réflexe très intelligent de faire 2 photos. Une photo au cas où on avorterait, une photo au cas où on garderait l'enfant. Qu'on a imprimé maintenant. On a imprimé les deux d'ailleurs.
Voilà, et effectivement, et après on est revenu, je me rappelle très bien, on a déjeuné chez moi, sur une petite table basse qui se trouve juste derrière vous. Et on s'est dit, ok, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins. Cool, il nous reste 1 mois pour avorter. Moi, personnellement, j'avais jamais avorté de ma vie, donc je ne savais pas. De toute façon, tu vas jamais avorter de ta vie, je te le dis. Non, je vais accompagner un avortement. Il y a peu de chance. De ma vie. Et donc, du coup, on a fait les plus, les moins. Et je me rappelle, je crois que si je me trompe pas, ce soir-là, moi j'étais plus pour le garder et toi non. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on se parlait normalement sans se crier dessus et sans blocage psychologique d'un côté ou de l'autre. Et donc, du coup, on s'est dit, vas-y, on se laisse le temps, on se laisse au moins 3-4 jours pour réfléchir, puisqu'on a la chance d'avoir ce temps-là. Et le lendemain, je me rappelle, toi, tu m'as dit, vas-y, si en fait, toi, tu veux le garder, je pense qu'il faut qu'on le garde. Et vu que c'est une décision à 50-50, on s'est dit, voilà, il faut que les deux parties soient évidemment heureux de le faire. Et je n'ai pas envie de dire connerie, mais je crois que le 3e ou 4e jour, c'est moi qui ai complètement shifté de l'autre côté en me disant, c'est impossible de garder cet enfant, puisqu'effectivement, on se connaît pas. Enfin, on se connaît depuis 6 mois, c'est-à-dire très peu. C'est-à-dire qu'on se connaît pas dans la profondeur. Et en plus, à l'époque, moi, j'avais 36 ans, elle en avait 25. C'était la première fois que j'ai eu une relation. D'ailleurs, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai une relation avec autant d'écart d'âge. Mais, et je lui ai dit, écoute, t'as 25 ans, je pense que t'as d'autres choses à faire que d'avoir un enfant maintenant. Je comprendrais très bien si tu veux pas garder cet enfant. Donc, oublions. Et là... Donc il y avait ces 2 signaux-là, le fait qu'on se connaissait pas bien et le fait qu'Ève était encore très jeune, entre guillemets, même si pour plein de femmes, 25 ans, c'est vieux pour avoir un enfant. Mais ça, c'est un autre sujet. De là... Vous avez décidé de le garder? Non, alors moi, j'ai paniqué, en mode, c'est pas possible et tout, c'est mort. Au point de convaincre Ève, qui m'a dit, ok, pas de problème, on va avorter. Donc on a pris rendez-vous à l'hôpital. T'as le délai légal d'1 semaine. Donc on est allé à Port-Royal, dans le 14e, à Paris. T'as 1 semaine de délai légal. Elle nous a dit, est-ce que vous préférez la pilule ou l'aspirateur? On a dit l'aspirateur. Je rentre pas dans les détails comme ça. C'était un mercredi. C'était un mercredi. 13h32. C'était un mercredi. Et donc on avait jusqu'au mercredi d'après pour prendre la décision finale. Okay. Cette semaine-là a été horrible. Voilà, dans nos têtes mutuelles, parce que oui, non. Ah, vous étiez encore en hésitation? Ouais. Okay. Bah, on se disait qu'on disait qu'on avait le temps, puisqu'on se connaissait que depuis 6 mois et que Ève était encore très jeune. Enfin, voilà, c'est pas comme si elle avait 42 ans et qu'il fallait absolument. C'était peut-être son dernier enfant possible, entre guillemets. Moi, j'ai des souvenirs de moi quand même dans le bain qui pleure, tu vois. Déjà, moi, j'étais déjà attachée en fait. Ok. Donc ça devenait dur en fait. Plus ça restait, chaque jour supplémentaire enceinte. Comme elle a dit ma mère, elle m'a dit plus elle va le garder, plus elle va être attachée. Bah c'est normal, je pense, ouais. Mais du coup, en fait, pour moi, c'était une décision à 2 et je respectais totalement la décision de Constantin, même si moi, dans ma tête, je commençais à me dire, bah en fait, why not? Et comme moi, dans ma vie, ça a toujours été des occasions comme ça qui me sont arrivées, je me suis dit, on va y arriver, quoi. Et en fait, je me suis dit surtout, il y a une force avec Constantin, c'est qu'on communique énormément. Et comme quoi, en fait, la communication, c'est quand même la clé, parce que même aujourd'hui, dans notre couple parental, c'est le préciser. c'est ça, en fait, qui nous a sauvés aussi. Parce que c'est une vraie communication bienveillante. Et moi, j'avais fait que des relations toxiques avant, vraiment très toxiques et tout. T'as pas eu la chance de tomber sur les gens sympas. Et toi, pareil. Hein. Et du coup, là, je sentais qu'il n'y avait pas de toxicité. Évidemment, on a nos défauts tous les deux. La preuve, la vie commune ne nous a pas convenu, la vie au quotidien. Mais par contre, je sentais que c'était quelqu'un de stable avec qui je pouvais parler et qui avait une intelligence émotionnelle forte. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, la décision, elle a été prise assez vite. C'est que je me suis dit, j'aimerais que Constantin soit le père de mon fils. Ok. Donc, non, mais c'est vrai, et c'est vrai, donc ce fameux mardi, la veille du fameux mercredi, où on devait avorter à 8h du mat, parce qu'il faut aller à l'hôpital à 8h du mat, à Jeun. Moi, je me rappelle très bien, j'ai déjeuné avec un vieil ami qui s'appelle Florent, qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast un jour. Lui, il a 2 enfants, et je lui dis, mais comment tu sais? Parce que moi, j'ai
avant Ève et jusqu'à présent d'ailleurs. Je l'assume pleinement. J'ai jamais eu de relation de plus de 3 ans dans ma vie. Et donc du coup, je lui dis mais toi comment tu fais comment t'as su que c'était la fille et qui tu voulais faire des enfants, etc., etc. Et il m'a dit de toute façon c'est pas compliqué. Un enfant c'est comme des turbulences, c'est comme un tsunami en Thaïlande quoi. Donc ça va être l'enfer. Et est-ce que avec cette fille t'es prêt à traverser l'enfer quoi. Et les turbulences et tout ça ce qui va avec. C'est une vision un peu costaude. Un peu chaotique, mais avec une certaine réalité. Une certaine réalité quand même. Une certaine réalité, mais... Parce qu'il y a tous les moments joyeux, mais évidemment, c'est pas dans les moments joyeux qu'on. Et puis nous, les turbulences, on les a bien vécues par la suite d'ailleurs, avec Ferdi malade et tout. Et là, ça m'a fait comme un déclic, et je lui dis effectivement, en fait, dans ma tête, je me suis dit effectivement, c'est avec elle plus qu'avec une autre que je veux avoir cet enfant. Et bref, et après, j'ai une journée où j'ai vu un ostéopathe, un psychiatre. Tellement j'étais traumatisé, il fallait que je parle déjà. Bref, et effectivement, tout m'a convaincu dans l'idée de ne pas avorter. C'est pour ça que je parlais d'avortement. Et donc, je me rappelle très bien, le soir même, je rentre de l'ostéo. Je sais plus, chez le psychiatre avant l'ostéo, bon bref, voilà. Et je lui dis, on va le garder. Là, elle me dit, t'es sûr? Parce qu'en fait, entre-temps, j'avais fait le yo-yo dans la tête 10 fois, moi. Ouais. Oui, non. Sûr, on avorte. Et donc, le lendemain matin, à 7h30 du mat, on a appelé l'hôpital pour leur dire d'annuler l'avortement. Et depuis, on n'a pas changé d'avis. Donc ça va. C'est ça. Heureusement. Voilà. Et voilà. En gros, pour l'histoire, un peu en détail. Okay. Bien intense dès le début. Hein. Ouais, carrément. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!